Salam alaikum. Bon, on va écouter la réponse de Jamal à la fin, à la question. Jamal, oui. Oui. Avant de répondre peut-être à la question du hommage, je pense juste donner quelques éléments de réponse à ces dommages. Surtout la question de la liberté, hein, des actes. Il a parlé de Sartre. Je pense que c'est une des questions qui a opposé depuis la nuit du temps. C'est une question même vieille comme le monde. Hein. La question entre le subjectivisme ou l'objectivisme, le holisme ou l'individualisme méthodologique. Est-ce que la question... On parle de responsabilité en tant qu'humain. Tout à fait, oui. Et la part de Dieu en tant que Dieu. Oui, oui, mais je vais répondre peut-être en tant que praticien ou en tant que jeune chercheur en sciences sociales. C'est de dire, est-ce que les actes des individus sont déterminés par le libre pensée des individus ou bien par une force extérieure de l'individu? C'est la question, par exemple, que se posait il y a des siècles, Durkheim. Durkheim, c'est ça, la question. Donc, Père Bourdieu, pour répondre à cette question, il a forgé un concept qui s'appelle l'habitus. Habitus, c'est quoi? C'est un ensemble de principes qui ordonnent, qui déterminent les actes des individus, lui permet de hiérarchiser ses choix, ses goûts en matière vestimentaire, sur la manière même d'étape, etc. Et donc, en sociologie en tout cas, ce n'est pas l'individu lui-même. Même s'il a l'impression que c'est lui qui agit en fonction de ses intentions propres, mais c'est par ce qu'on appelle un principe d'intériorisation. C'est que pendant sa socialisation, il a intériorisé un certain nombre de principes qui le guident à choisir la filière AES ou sciences économiques, sociologie ou, je ne sais pas, sciences technologiques, à se tenir d'une telle façon et pas d'une autre. Donc, et Durkheim déterminé, voire même Claude Lévi-Strauss, quand vous lisez La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss, à la fin, qui mène une polémique, qui est, elle philosophique, avec Jean-Paul Sartre, autour des questions du sujet. La question de savoir, est-ce que l'individu, c'est le point vers lequel on se guide, ou bien c'est l'illusion qu'il faut se prendre. Une polémique qu'on trouve aussi entre Spinoza et Descartes. Ce que dit par exemple Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage. Contre ça, c'est Spinoza l'a dit par exemple contre René Descartes. Il a dit par exemple je pense donc je suis. Donc l'enjeu c'est ça. Est-ce que c'est l'individu qui détermine ses pensées ou bien c'est la force, une force extérieure qui le conduit à agir d'une façon telle. Donc pour répondre à ces questions, donc c'est à mon avis en tant que jeune chercheur de sciences sociales, c'est si un étudiant par exemple échoue dans ses études, ce n'est pas parce qu'il est moins intelligent que les autres, mais parce qu'il est prolétaire, par exemple. Donc, c'est les conditions sociales qui déterminent l'individu d'agir ou d'être dans une situation quelconque et pas dans une autre. Donc, en gros, c'est par le fait social. La question des notables. Est-ce que, on m'avait posé la question, est-ce que notable, comment se situe par rapport au pôle au sous-champ religieux entre sunnites et... Non pas celui-là, juste est-ce que la religion a un pouvoir sur la notabilité, c'est-à-dire le fait de changer du notable professionnel à un notable traditionnel au notable professionnel, est-ce que le champ religieux a joué un rôle où le rôle religieux est moindre? Eh bien, il faut savoir que le champ religieux est un champ qui est intermédiaire entre le champ politique et le champ coutumier. Tout simplement parce que, mais les deux champs qui dominent au Comores, c'est le champ coutumier, à Dalamila, et le champ politique. Les deux champs sont même en lutte pour la définition de l'excellence, la définition de l'identité, la définition même de la mémoire. Par exemple, les tenants de la coutume, pour sauvegarder leur champ, eh bien, ils déploient trois formes de stratégie. Pour répondre à votre question, bien sûr. Trois formes qu'on trouve, par exemple, les mêmes stratégies que déploient les réactionnaires. Les réactionnaires dans le champ scientifique qu'a développé Carlo Manem. La première, c'est l'inanité. La stratégie de l'inanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, sans la coutume, la société comorienne serait en perdition. Donc, pour que la société comorienne fonctionne avec un ordre harmonieux en paix civile, il faut qu'il y ait la coutume. La deuxième question, c'est l'effet pervers. Eh bien, sans la coutume, sans les tenants de la coutume, eh bien, il n'y a pas une identité propre.
eh bien, les Comoriens seront des Européens, des Chinois, des Indiens, des Arabes. Donc, et pour qu'il y ait une identité propre, figée dans le temps, il faut qu'il y ait la coutume. Raison pour laquelle, et troisième question, la troisième stratégie, la stratégie du raté social. Celui qui ne soutient pas aux us et coutumes, eh bien, il échoue dans la vie. C'est un raté social. Et donc, il y a même des gens qui intériorisent cela. Donc, quand ils voient quelqu'un, par exemple, qui réussit bien sa vie, eh bien, on le pointe, on l'indexe en disant, c'est parce qu'il n'a pas fait le grand meilleur. De telle sorte que, même le champ religieux, eh bien, pour qu'il continue à avoir une forme de légitimité, eh bien, un imam, par exemple, pour qu'il soit accepté comme imam, doit se convertir au sang coutumier. D'où la question que c'est le champ religieux lui-même est dominé par le champ coutumier. Parce que pour qu'un imam soit reconnu comme un imam, il faut d'abord qu'il se reconvertisse, qu'il soit reconnu par les notables. Ça veut dire que même les intellectuels, il suffit la sanction institutionnelle du fait d'être diplômé, que l'institution scolaire décerne un diplôme à un cadre, à un étudiant, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi une validation coutumière pour accepter comme Mstanra. C'est lui, par exemple, notre professeur, eh bien, il n'est pas considéré, je ne sais pas, en tout cas, il y a certains moments où on n'est pas considéré comme un intellectuel, Mstanra, si on est contre la coutume. Donc c'est tout un ensemble de stratégies que développent les tenants de la coutume pour défendre leur champ et leurs lois, et bien évidemment leurs propres intérêts. Je vais peut-être sur cette question dire un petit mot seulement. J'ai commencé à lire le livre de mon ami Jamal. Je pense que le cas d'Azali, puisqu'on peut en parler, est un peu particulier. Le cas d'Azali ressemble au cas à la figure, la configuration d'Ali Swali au début de l'indépendance. Voilà quelqu'un qui est militaire, donc qui a une habitude de la discipline, de la rigueur, parce que les militaires c'est ça, et deux, qui est jeune, parce que moi j'étais au lycée, je crois, et j'étais en terminale, lui il était peut-être en première ou en seconde. Et deux, qui n'est pas notable, parce qu'il a fait Machouri, qu'il a fait Hada. Et donc avec toutes les caractéristiques pour changer la société comorienne. Parce que contrairement à ce que vous dites, je pense, et je commence à lire, il n'est pas soumis à ce déterminisme sociologique ambiant. Donc, quand on dit que l'auto a yachaye on roye jatami mais ça fanya mashuli. Mais quand vous dites que marengoni, Jafari afanya mais ikado kaza mharuma, bosika ngodo arma majilisi. Wakatata wakati, ngodo arma majilisi. Même en concept. Donc un avocat, mais il s'est trouvé dans un contexte très particulier, le contexte séparatiste et l'expérimentation d'institutions nouvelles qui ont mis en conflit les îles et l'Union. Mais l'Union Gombalise et l'Isobal. Mais je pense, moi je lui ai dit, et je lui ai dit, il avait toute la latitude de changer, comme Ali Swali en avait. Parce que c'était des gens libres, plutôt libérés. Showa Jao. Yotsi Hama, c'est Mohamed Jawar, Goudambrahim, Haoutaki, Haou Ahmed Abdallah, Haou Anaboka, tous ceux qui ont eu. Et ces deux figures-là, je voudrais qu'on commence à y apporter un peu plus d'attention pour réfléchir plus sérieusement les conditions du changement politique dans le pays. Voilà ce qu'on a cassé. Pour rester dans l'univers du livre, on va écouter l'intervention de jeunes chroniqueurs. Donc on va d'abord écouter Bona Abderrahmane qui va nous parler d'un livre. On vous écoute.